Coucou, petite vidéo explicative de ma base en guerre mondiale, ma base actuelle. J'ai fait le choix ici de faire une base qui résiste aussi bien aux attaques avions qu'aux attaques parachutistes. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit peu de côté le Kremlin. Je reviendrai plus tard sur l'utilité du Kremlin. Euh, je suis passé sur c'est la même base quand j'aime, mais au multi, parce que l'avantage qu'il y a ici, c'est que je peux, voilà, quand je clique sur les éléments, ça montre le rayonnement. Voilà. Donc, explication de ma base. C'est cette base-là que j'ai fait en multi, que j'utilise aussi en guerre mondiale. Voilà, c'est exactement la même. Et là, je vais expliquer le pourquoi du comment. Alors déjà, ce qui est important en base défensive, c'est d'avoir les cités au centre. Pourquoi? Parce que si elles sont sur les bords, si elles sont vers là, hein, sur les bords, elles sont plus faciles à attaquer. Plus elles sont au centre et plus il y a d'obstacles à franchir pour y arriver. Donc voilà, raison pour laquelle ça c'est un principe de base. Les tours, les cités le plus au centre possible, mais en même temps je les ai séparées par des murs. Pourquoi? Pour que en cas lorsque les parachutistes sont largués, eh bien ils seront freinés par les murs. Voilà. Donc, j'ai aussi placé le château au centre, on voit le rayonnement, pour que lorsque les parachutistes seront largués, soit sur le silo, soit sur la cité interdite, soit sur la cité principale, eh bien, tout de suite les généraux viennent s'occuper des parachutistes parce que les parachutistes déclenchent la sortie des généraux et pas des unités terrestres telles que les chars. Voilà. Ils ont un peu l'avantage des parachutistes d'être un peu comme les ingénieurs d'explosion, là, les dynamiteurs. Ils ne déclenchent pas la sortie des unités ni de la cité, ni des bâtiments militaires. Mais par contre, les généraux du château sortent lorsqu'il y a des parachutistes. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, l'acropole placée le plus proche du centre pour pour que l'acropole ait un rayonnement maximum, pour que plusieurs bâtiments, que voici, des dépôts de chars, puissent bénéficier des bonus de l'acropole. Donc on voit le rayonnement ici. On voit que tous mes bâtiments voilà, d'unité, comme l'arsenal balistique, on voit ici le dépôt de chars ici, les bunkers aussi. On voit les bunkers, dépôts de chars bénéficient des bonus de l'acropole qui sont les suivants. Production de défenseurs 22% de temps en moins, donc ils sortiront 22% plus rapidement. Et ils ont un bonus de santé. Voilà. Donc le placement de l'acropole au centre, les deux cités au centre et le silo pas très loin. Alors, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc j'ai fait le choix d'optimiser la sortie des unités. Hein, donc l'acropole au centre. Et on ne peut pas tout mettre au centre. Donc le silo ici, je l'ai mis de côté, mais je l'ai mis de telle sorte qu'il soit attaquable que lorsqu'il est attaqué, les avions ne viennent pas de ce côté-là, ils ne viennent pas d'ici, ils ne viennent pas de ce sens-là, mais ils viendront forcément d'ici. Ainsi, j'ai placé une batterie MSA ici, qui est importante. Alors, il ne faut pas placer toutes les batteries MSA uniquement pour la défense du silo. Je vais expliquer pourquoi. Donc ici, j'ai deux batteries MSA, j'ai celle-ci et celle-ci. Ça suffit pour déjà faire morfler les avions qui s'attaqueraient au silo. Ensuite, j'en ai deux ici pour protéger l'arsenal balistique qui est là, parce qu'il est souvent attaqué. Et j'en ai une ici qui est là pour protéger la cité interdite. Voilà, les points stratégiques sont protégés par des MSA. Ensuite, le placement des pièges. Il a fallu penser ici à ne pas mettre les pièges complètement autour. Par exemple, ici, j'en ai pas mis là. Les pièges, si on regarde bien, voilà. Là, on voit où sont placés les pièges. Mais on voit bien qu'il y a un côté, le côté ici central, j'en ai mis juste un ici, mais sinon ils sont surtout centrés là, les pièges, sur ce côté-là. Là ici, pareil pour la cité, on voit qu'il y a un piège ici, là, c'est une mine Claymore, mais les autres sont ici. Vous
voit qu'ils sont là, là, là et sur l'extérieur. Et vous allez comprendre pourquoi. Et là, pareil, le rayonnement, il y a un piège ici. Mais sinon, on voit que les autres pièges sont là, ici, là, là, là et là. Tout ça pourquoi? Parce qu'il suffirait que qu'un attaquant donne un coup de satellite à l'endroit où il y a le château, et on voit qu'il y aurait un rayonnement assez grand. Donc j'essaie de l'éloigner. On voit que par exemple les pièges sont assez éloignés d'une potentielle attaque satellite ici au centre. Là c'est pareil, on voit qu'ils sont hors du rayonnement. Parce que si quelqu'un donne un coup de satellite ici et que j'aurais par exemple des pièges qui seraient placés là, vous voyez, eh ben, il serait neutralisé par le satellite. Voilà. Donc, un coup de satellite à l'endroit du château pourrait neutraliser les pièges de la cité interdite, de la cité principale et du silo. Or, en éloignant, en mettant les pièges sur les extrémités, comme on le voit ici, ça évite ce genre de problème. Donc rien n'est laissé au hasard. Ensuite, on voit qu'il y a un rayonnement, une protection générale tout autour de la cité, protection anti-aérienne. On voit ici les tours. On va voir l'espacement, tout ce qui protège contre les avions. Il y a la tour ici, l'anti-aérienne là, une tour ici, anti-aérien là, mitrailleuse ici, tour ici. On voit que vraiment les tours sont placées tout autour. Voilà. Voilà. On voit vraiment il y a de la protection anti-aérienne. Il n'y a aucun endroit faible dans la protection anti-aérienne. Par les tours, les redoutes et les défenses aériennes. Important aussi les bastions. Les bastions ici, ne jamais les fermer. Parce que s'ils sont fermés, ils sont considérés comme de simples murs, ce qui fait que les attaquants ils pourront attaquer par les murs. Or, si vous avez des bastions ouverts, les attaquants n'attaquent pas par les murs, ils attaquent directement par le bastion. Et le bastion, c'est ce qui permet de ralentir. Il y a 73% de ralentissement des envahisseurs. Donc lorsque les bastions sont placés tout autour, pour que les attaquants finissent systématiquement par passer par les bastions, et ainsi, ils sont ralentis. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui attaquerait par là, il lâcherait ses troupes ici, les premières troupes casseraient ces murs-là, voilà, et ensuite, il viendrait attaquer le bastion ici. Idem, celui qui lâcherait ses troupes ici, là, ses troupes attaqueraient systématiquement le bastion sans même attaquer les murs ici. Essayez, vous ferez le test, vous verrez. C'est pareil ici. Si les troupes sont lâchées ici, par exemple, ils viendront attaquer le bastion et ils n'attaqueront pas les murs qui sont ici. Donc c'est pareil, les bastions sont placés tout autour pour que tout le contour soit protégé par les bastions. Alors là, ce que j'ai mis ici, c'est le Kremlin, je l'ai placé là pourquoi? Pour justement protéger les bastions, les murs ici, et qui sont là pour protéger le silo à missiles, pour que ce soit plus difficile à détruire, puisqu'on voit très bien que le Kremlin génère un bonus de puissance de vie. On voit par exemple les bastions ici, qui sont sous le Kremlin, le PV est à 146,043. Et ceux qui sont en dehors du Kremlin sont à 128,769. Voilà. Pareil pour les murs. Hein. Les murs ici sont à 128,156. Ceux qui sont en dehors du Kremlin sont à 112. Donc on voit l'impact du Kremlin. Donc voilà, ça c'est aussi important. Alors pareil, les ralentisseurs, voilà, les barbelés, ralentisseurs, ben, je ne vais pas les placer devant les bastions ou après les bastions. Je ne vais pas les placer à la place par exemple des mines. Hein. Je ne vais pas placer des ralentisseurs, des barbelés qui ralentissent, puisque le bastion par lui-même, par définition, lorsqu'il est détruit, il ralentit à hauteur de 73%. Et là, mes barbelés ralentissent à hauteur de 71%. Voilà. Avec une réduction de dégâts en plus. Donc je les place de manière stratégique pour qu'il y ait une couverture de ralentissement tout autour. Ça veut dire que si par exemple, et ce n'est pas le cas, mais si par exemple des troupes viendraient qu'à casser le mur ici, mais le plus souvent ils vont chercher à casser là, ils tomberont forcément sur le barbelé. Et de toute façon, ceux qui vont attaquer les tours ici seront freinés par le barbelé. Voilà. Donc voilà, j'ai placé les barbelés vraiment à l'intersection des bastions. Les bastions sont là, le barbelé est là. Voilà.
Là, j'en ai pas mis ici parce que là, les bastions sont suffisamment proches. Voilà. Par contre, il y a un barbelé de nouveau ici. Il y a un barbelé de nouveau là. Voilà. Le ralentissement est fait tout autour. Après, j'ai placé les leurres ici. Pour que, en cas d'attaque de parachutiste, le leurre se déclenche ici. Ce qui fait que les parachutistes iront sur le leurre piégé. Idem ici. Il y a aussi un leurre ici et un leurre là. Parce que de toute façon, en cas de satellite, le satellite pourra à la limite désactiver les pièges qui sont autour du silo, mais il ne pourra pas désactiver, puisqu'on peut utiliser qu'une seule fois, les pièges qui sont autour de la cité interdite ou les pièges qui sont autour de la cité principale. Voilà. Donc le placement des pièges est hyper important. Là, les mines sont placées ici devant les canons anti-chars. Partout où j'ai pu en placer, j'en ai placé. Alors là, voilà, j'en ai placé un ici, voilà. Donc il y a aussi ici. Donc devant chaque canon anti-char, il y a une mine. Pourquoi? Parce qu'en cas de largage de parachutistes, les parachutistes, lorsqu'ils tombent sur les mines, ils se font exploser. Voilà. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et j'ai mis des unités, des embuscades aussi. Alors notamment ici, autour de l'arsenal, ce que j'ai mis, c'est très stratégique, hein. J'ai mis ici une fusée éclairante, ça veut dire que dès que des parachutistes ou des unités sont proches de l'arsenal balistique, ça déclenche une sortie immédiate d'unités supplémentaires des lance-roquettes. Voilà. Mais il y a aussi, lorsqu'il y a un largage, donc lorsqu'il y a un largage de parachutistes sur l'arsenal balistique, bien forcément le leurre se déclenche, la fusée se déclenche, et il y a aussi un embuscade blindé qui se déclenche. Il y a même deux embuscades blindées, plus encore ici, une embuscade avec des soldats qui sortent. Voilà. Pour bien protéger l'arsenal balistique des parachutistes. Voilà, on voit qu'ici aussi il y a des embuscades là, il y a une embuscade ici. Les embuscades sont pas mal hein, contre les. Ah, c'est déplacé. Contre les. On était là, je crois. Ouais. Contre les parachutistes. Voilà. J'ai vraiment dispatché de manière équilibrée. Alors j'utilise systématiquement la cité interdite parce qu'elle permet elle complique la victoire éclair. S'il n'y a pas la cité interdite, il suffit de détruire la cité principale avec les parachutistes et on a la victoire éclair. Or là, il faut détruire les deux cités. Ça complique les choses pour les attaquants. Le placement aussi des canons anti-chars sont toujours proches des dépôts de chars. On remarquera, hein, voilà, canon anti-chars, dépôt de chars. Là, ici, c'est une tour de sniper qui protège d'ailleurs. Les tours de sniper aussi sont placées de telle sorte qu'elles protègent le silo à missiles. Parce qu'elles tirent sur les parachutistes, elles, par contre. Donc, je continue avec les. Donc, là, ici, on voit que les canons anti-chars protègent aussi. Alors, eux, ils tirent aussi sur les parachutistes. Voilà. Mais on voit que partout où il y a des bunkers, il y a des canons anti-chars qui sont par loin. Pourquoi? Parce qu'en cas de trahison, voilà, ici pareil, s'il y a une trahison, ils se font direct dégommer par les canons anti-chars. Donc c'est stratégique. Et les canons anti-chars sont protégés par les mortiers et les tours ici. Donc voilà, tout s'autoprotège. C'est un peu comme aux échecs, hein, les pièces doivent se protéger les unes des autres. Donc là pareil, on voit que s'il y a une trahison d'un char NK ici, ben, il se fera dégommer par le canon anti-char ici. Là c'est pareil, s'il y a des trahisons de mes lance-roquettes qui sortent de l'arsenal balistique, ils se font dégommer par le canon anti-char. Voilà, partout il y a un canon anti-char, il y a un dépôt de char, et partout il y a un dépôt de char, il y a un canon anti-char. Alors des petits détails, hein, le fait par exemple ici, j'enlève un par exemple, voilà, je vais mettre là comme ça, le fait de ne pas mettre de mur ici, ça a le bénéfice que en fait c'est le bastion qui fait office de mur ici et qui va encourager les attaquants à s'attaquer directement au bastion plutôt que de s'attaquer à des murs. Et le but c'est qu'en s'attaquant au bastion, ben, ils soient ensuite ralentis dans leur progression. Voilà. Je remets ça là. Et on voit hein, que j'ai fait ce genre d'opération partout. Hein. Là c'est pareil. Hein. Le bastion fait office de mur. Le Versailles, il est placé aussi stratégiquement ici. C'est un ralentisseur, c'est un puissant ralentisseur. Hein, il augmente la santé des unités qui sont proches de Versailles et il ralentit les envahisseurs de 44% au niveau de la vitesse. Donc je l'ai placé là pour protéger les unités qui sortiraient du,
a du fortin, et en même temps, s'il y a trahison des unités qui sont du fortin, elles seront ralenties par le Versailles. Voilà. Et on voit aussi que là, euh, il y a des pièges aussi proches de. On voit qu'ici, par exemple, il y a un barbelé encore, il y a deux barbelés qui sont proches du fortin pour que s'il y a trahison, ben, les unités trahies soient encore plus ralenties. Voilà, vraiment rien n'est laissé aux arts. Et surtout, point très important, très 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 important, c'est que toutes les tours sont reliées. Par exemple là, c'est relié, vous voyez, il y a la route, sont reliées par la route à la cité. Pourquoi? Parce que ça génère un bonus d'attaque. Voilà. Par exemple, le canon anti-char là, on voit que l'attaque, elle est à 17 174 parce qu'il est relié à la route. S'il n'est plus relié à la route, l'attaque du canon anti-char descend à 15 924. Donc c'est important. Donc si on a ce genre de bonus d'attaque sur tous les bâtiments, alors il n'y a que là que je n'ai. Ah si, je crois que j'ai pu le faire là aussi. Voilà, voilà aussi. Donc la tour aussi. J'ai vraiment fait en sorte d'avoir une configuration qui permette que tous les bâtiments défensifs, donc tours, etc., soient reliés par tout ce qui est canon anti-char, tours, euh, défense aérienne, ils sont tous relayés à la cité par les routes. Donc ça demande vraiment de la réflexion. On voit partout, hein. Ça demande de vraiment bien réfléchir pour savoir où placer les portes, parce que le but c'est qu'on voit que tous les bâtiments sont reliés à la cité par les routes. Et il faut en même temps faire en sorte que les portes soient placées de manière stratégique pour permettre l'arrivée des troupes qui viennent pour aider. Voilà. Là ici, il y a pareil, il y a une porte ici, il y a une porte là. Bon, là, la caravane. Qu'est-ce que j'ai déplacé là? J'ai déplacé un morceau de route. Voilà. Oui, donc c'est important de vraiment, vous voyez, les portes, elles sont placées aussi de telle sorte qu'elles permettent le passage des routes, mais en même temps, stratégiquement, ça permet que les chars ici, si la cité est attaquée par des unités, les chars pourront y accéder assez rapidement. Voilà. Donc ça, c'était important, hein, le placement des portes. C'est une science hein, quand même, la préparation d'une base défensive, hein. Donc là, alors les tours principales au centre des murs, c'est les dépôts de chars et les bunkers. Hein, dépôts de chars, bunkers. En défensif, j'ai pris la nation française. La nation française, pourquoi? Parce que là, par exemple, le QG, alors je l'ai placé ici pour protéger de nouveau le silo contre des unités, parce que le QG fait sortir des chars. Voilà. Alors là, il ne le montre pas. C'est bizarre d'ailleurs, parce que les défenseurs. Alors il y a marqué nul, mais s'il y a des défenseurs qui sortent, je le montrerai dans une vidéo. Donc, et quand on n'a plus de place pour placer les garnisons, bah, il faut les placer à des endroits stratégiques. Voilà. Et proches les unes des autres, ça permet une sortie rapide de plusieurs unités en même temps. Parce qu'une seule caserne toute seule isolée, une seule garnison isolée, voilà, ils vont sortir voilà, 4 défenseurs par vague, ce sont juste des l'infanterie d'élite. Voilà, 4, ça fait pas énormément. Mais quand il y en a 3 qui sortent d'un coup, ça fait 12, c'est déjà autre chose. Voilà. Donc ça c'est important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Ah oui, il faut savoir que à partir d'un certain niveau, en ayant développé les stratégies à l'université, il y a des bâtiments, par exemple comme l'Arsenal, qui génèrent des défenseurs. Là, il y a marqué nul x2, alors je pense que c'est un bug d'écriture. Mais il y a des unités, des chars qui sortent de là, et aussi de l'académie militaire. Voilà, là, il y a marqué des CCP.
Ils sortent lorsque l'académie est détruite et lorsque l'arsenal est détruit. Voilà. Voilà. Quoi d'autre rajouter? Je vais retourner sur ma base multi classique habituelle. Voilà. Alors là, c'est différent. Comme la base multi, il faut vraiment protéger les ressources. Donc c'est un montage différent, hein. Mais là où je voulais en venir, c'est que voilà, ce qui est important, dans tous les cas, c'est voilà, ce qui est important, c'est vraiment de veiller régulièrement. Faut que l'université soit toujours en activité. Alors moi, elle n'est plus en activité. Pourquoi? Parce que j'ai tout terminé à mon niveau. Voilà. Tout est complet. Donc je suis au niveau numérique, tout est complet. J'ai plus rien à améliorer. Voilà, là c'est pareil, là c'est complet partout. Là pareil, et là pareil. Voilà. Donc quand je passerai à la prochaine ère, j'aurai d'autres trucs à faire. Donc l'université c'est hyper important. La fabrique aussi. La fabrique. Donc c'est en constant travail la fabrique, hein. Là on voit par exemple que sur mes unités, voilà, mes hélicoptères, alors là voilà, j'ai le maximum, hein, j'ai celui-là, j'ai cette. Là, je suis jusqu'au niveau max. Voilà. Et on verra aussi que toutes mes tours toutes mes tours défensives bénéficient tous de la jumelle à niveau 10. Donc la jumelle niveau 10, c'est pareil, il y a plus 1 de portée. Donc les tours, défense antiaérienne, les redoutes, les tours de sniper, qui sont d'ailleurs encore en travail là, mais elles ont toutes le plus 1 en portée. Ça c'est hyper important. Et pour tout ce qui est unité défensive au sol, voilà, celui-là est très important. Le- Et c'est en plein développement encore. Voilà. Et ça permet déjà d'avoir une protection dès le départ avec un égide. Voilà, je réfléchis à qu'est-ce que je peux encore avoir à dire. Ah, et bien avant, évidemment, les musées. Alors, moi, j'ai 2 musées. Par exemple, lorsque je ne joue pas, lorsque je ne suis pas en attaque, j'ai un musée défensif avec des artefacts de défense, hein. Voilà. Tout ça, ce sont des artefacts de défense. J'ai une configuration de défense, la configuration numéro 1. Quand je vais passer en attaque, je change ici, et là, j'ai d'autres artefacts. Voilà. Et là, c'est plutôt des artefacts d'attaque. Donc ça, c'est. Voilà. Je vais juste vérifier que je n'ai pas. euh, Voilà, je suis bien sur le 1, je suis bien défensif. Voilà. Et quand je fais de l'attaque, voilà, je change aussi mes conseillers. Ça, c'est que des conseillers défensifs. Mais j'ai aussi une liste de conseillers offensifs. Voilà, ça c'est important. Et ça, c'est pour le multi, hein, mais je fais la même chose pour le. Alors là, ah oui, ce que je fais systématiquement, c'est donc là, on voit que celle qui est activée, c'est la 2. Mais sinon, quand je lance, au moment de lancer la guerre mondiale, juste avant d'en lancer, je change, je mets un faux musée, un musée bidon, hein. Voilà, avec des artefacts qui soient crédibles quand même, il faut que ce soit crédible, mais je ne montre pas que je suis blindé en niveau def, quoi. Donc voilà, c'est le niveau 2 qui est activé, mais avant de lancer une guerre, je mets un faux musée, et surtout, je mets toujours cette base-là. Alors cette base quoi? C'est une base PDT, on appelle ça perte de temps. Voilà. Je me montre cette base-là, eux ils pensent que c'est cette base-là qu'ils vont attaquer, mais en fait, après, dès que les adversaires sont trouvés, je bascule sur cette base-là. Voilà. C'est la base que j'ai actuellement, donc c'est celle-ci, hein. Ah, il y a régulièrement ce genre de bug là, c'est incroyable. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. Bon, voilà, j'arrive à la fin de la vidéo, 25 minutes, presque 25 minutes, c'est déjà pas mal. Voilà. N'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires. Voilà. Au plaisir.